Je me souviens, je sentais comme s'il y avait de l'eau qui ruisselait entre mes jambes alors qu'il n'y avait rien du tout, tellement mon système nerveux était HS. Alors les cheveux, je ne vous en parle pas, je perdais des touffes. On pouvait faire ça et m'enlever une tonne de cheveux, quoi. C'était assez impressionnant. Hello tout le monde. Salut la famille. Salut. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le tout animé par un frère et une sœur inséparables. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 18h avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, donnez-nous de la force. Ça fait hyper plaisir et merci beaucoup. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons une invitée forte au sens propre comme au sens figuré. J'ai nommé Anissa. Hello. Salut. Salut. Comment tu vas ? Très très bien, ça va super. Ouais, t'es Ouais. contente d'être là ? Toujours, c'est un plaisir. En tout cas, vous savez très bien accueillir et je vous remercie. Bah merci Merci à à toi. toi. Franchement, merci d'avoir accepté l'invitation au micro de C'est comment. On est ravis d'aborder ce sujet aujourd'hui avec toi. Qui vous pourrez penser parle aux hommes ? Eh bien non, aujourd'hui nous avons une femme qui va nous parler de bodybuilding ou je dirais de culturisme. Mais c'est vrai qu'on utilise plutôt le terme anglais. Comme d'habitude, je fais un petit récap de tes faits et ensuite on passe aux questions. C'est bon pour toi ? C'est nickel. Super. Alors, toi, tout commence en fait en 2017. Tu reviens de vacances et là, tu tombes sur une de tes photos que tu as fait en République dominicaine. Paysage incroyable. Et là, tu te dis, c'est juste pas possible, ma belle. Ah, c'est C'est ça. pas possible. C'est ça exactement. J'ai vu la photo, j'ai fait oh my god. Ouais. Donc là, tu te dis, je vais faire quelque chose. Tu te prends en main. Tu te mets vraiment un coup de pied au derrière, si je puis dire. Et 5 fois par semaine, sport, en solo. Tu perds 10 kilos en 1 an, donc félicitations, vraiment, c'est top. Et puis, finalement, tu commences à t'intéresser petit à petit au bodybuilding. En 2021, tu fais tes premières compétitions, donc c'est là où tu fais face à tes premiers succès, mais aussi tes premiers échecs, c'est vrai. Mais en tout cas, ça te plaît, tu continues, tu atteins quand même, on vous mettra les photos pour que vous puissiez voir Anissa quand même, mais voilà, tu atteins un physique vraiment, je dirais, rare, avec à peu près environ 8-10% de masse graisseuse, qui est très très peu, il faut le savoir quand même. La moyenne, c'est autour de 25-31 pour une femme. Donc là, on était vraiment très très peu. Et puis finalement, voilà, tu continues les compétitions, tu te fais coacher aussi. Donc ça t'aide beaucoup. Et puis finalement, arrivé un moment où tu te rends compte que, bon, finalement, je ne vais pas continuer dans le bodybuilding. Pourquoi ? Parce que tu as notamment un coach qui te dit, bah, si tu continues, il va falloir que tu prennes des produits. Et toi, vraiment, depuis le début et jusqu'à la fin, tu es resté naturel et toute la manière dont tu as été, c'était vraiment grâce à toi et vraiment que grâce à toi et ton travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler de culturisme avec toi. Est-ce que tu es prête ? Ah, je suis carrément prête. Super. J'aimerais qu'on commence cet épisode quand même en revenant sur les bases. Qu'est-ce que c'est le culturisme ? Au moment du pré-entretien, tu nous as dit que c'était plus de l'esthétisme que de la forme. Est-ce que tu peux développer ? Alors, peut-être plus de l'esthétique que de la force. Que de la force. Oui. C'est bien que tu me refreines. Alors, effectivement, le bodybuilding, du coup, c'est un sport, ou appelé le culturisme en France, c'est un sport où on va chercher à développer son physique, à le construire de manière musculaire, tout en affichant, du coup, un physique qui répond à des critères de catégorie, tout en ayant un taux de masse grasse bas pour révéler cette musculature, justement. C'est vrai que c'est fou parce que je t'avoue qu'avant de faire le pré-entretien avec toi, moi, j'ai toujours pensé que le bodybuilding, c'était la force avant tout. Alors, c'est vrai que la force fait quand même partie de ce sport. Sans force, on ne peut pas avoir de développement musculaire. On fait face à ce qu'on appelle une surcharge progressive, c'est-à-dire qu'on va augmenter au fur et à mesure nos charges à la salle de sport pour accroître sa masse musculaire de plus en plus. Parce que le corps est régi par de l'adaptation. Il cherche toujours à être dans un état d'homéostasie, ce qu'on appelle, donc à se réguler. Et c'est
forcément en le choquant, je n'aime pas trop ce terme et peut-être que je vais me faire un petit peu lyncher, mais c'est en appliquant cette surcharge progressive que justement on va dire à son corps, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu construises de la masse musculaire pour pouvoir porter cette charge. Donc quelque part, les deux sont liés quand même. Alors, c'est vrai qu'on avait une question notamment au regard de ton nom sur Instagram. Oui. Est-ce que je peux le dire ? Oui. Donc, The Beauty and the Beast. Right. Donc, La Belle et la Bête pour les bilingues, non bilingues. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Voilà, on sait où vous êtes. On vous voit. Et donc, c'est vrai que nous, on a été un peu interloqués par rapport à ce nom. On s'est questionné et on s'est dit, on va garder cette question pour le jour du tournage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom ? Alors, pourquoi ce nom ? Déjà, on va partir de mon pseudo Instagram, qui est Jeanne Aphrodite. Donc, sur les réseaux, je m'appelle comme ça. Donc, je m'appelle Anissa, sinon. Mais Jeanne Aphrodite, pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a la partie Jeanne, qui est le surnom que mes parents m'ont toujours donné depuis que je suis petite, et toute ma famille m'appelle comme ça, à savoir Jeanne, Janou, Janie, enfin, tous ces dérivés-là. Et Aphrodite, qui est une déesse, qui est la représentation, justement, de la force et de l'amour et de la beauté au sens large. Et c'est ça que je voulais incarner sur mon compte, The Beauty and the Beast. Tu peux être féminine, belle, jolie, t'apprêter, tout ça, mais tu peux aussi être une femme forte, que ce soit mentalement et physiquement. On sait que le bodybuilding, c'est quand même un milieu qui fait objet de beaucoup de critiques. Vous êtes très souvent critiqués, parfois à raison, parfois à tort. On vous reproche un peu d'être trop superficiel, on dit que les bodybuilders sont parfois débiles. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ces critiques-là ? Quel est ton regard sur ça ? Alors, je pense que justement, porter un jugement sur des personnes sans les connaître, c'est la débilité même. Ouais. Alors, je suis un petit peu cash, je suis désolée, mais c'est un petit peu ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que effectivement, on peut penser qu'on est très centré sur nous, qu'on ne pense qu'à notre physique, mais c'est pas du tout le cas en fait. La plupart des passionnés de bodybuilding sont très attachés au process, c'est-à-dire à la rigueur, à la discipline et à toutes les actions que vous allez mener chaque jour au quotidien pour atteindre un but. C'est justement, c'est limite comme une religion quelque part, et c'est des personnes qui se dévouent corps et âme à leur objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, qu'ils sont narcissiques ou quoi que ce soit. En fait, quand on se regarde dans la glace, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de développer telle ou telle partie de notre corps sur lesquelles on est en retard. On se juge, on s'autocritique justement. On est même très, très critique envers nous-mêmes comparé à ce que d'autres personnes pourraient penser de nous. Quelqu'un qui va en salle de sport et qui va avoir un physique plutôt écorché, sec, va tout de suite être impressionné. Il ne va pas avoir les points de difficulté, les points de blocage de cette personne dans sa pratique du bodybuilding. Et nous, on a ce recul sur nous de se dire, OK, on se regarde, on s'observe, mais en fait, c'est pas parce que je me trouve beau, c'est pas pour me vanter, c'est pas du narcissisme. C'est OK, il faut que j'améliore ça sur mon physique, il va falloir que je bosse sur ça. Et c'est des checks constants, puisque du coup, avec la pratique de la musculation et de la nutrition adaptée, forcément, on essaye de répondre à nos objectifs. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'ils sont hyper arrogants, qu'ils se regardent tout le temps dans le miroir, mais finalement, c'est juste pour travailler davantage. Et finalement, il y a une vraie rigueur qui s'installe avec le temps dans ce genre de milieu. C'est ça. Et même, je pourrais vous dire que la plupart des gros bodybuilders hyper musclés et tout, c'est des nounours. C'est les plus gros nounours que j'ai connus. Ils sont d'une sensibilité, vous imaginez même pas. Donc c'est vraiment, c'est même très paradoxal, je trouve, parfois ce contraste. Bon, de toute façon, c'est le jugement, je crois, humain. Après, ce que j'aime beaucoup aussi et ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'autocritique, de jugement sur soi. Mais bon, ça, on reviendra dessus dans des questions un petit peu plus tard. J'avais envie de parler, et tu le disais tout à l'heure, notamment avec le nom que tu as sur Instagram, on peut être jolie et on peut être musclé. C'est vrai qu'on dénigre, la société dénigre, je trouve, beaucoup les femmes qui sont musclées. C'est pas OK, une femme qui est musclée, c'est pas féminin. Quel est, toi, le rapport, justement, que tu as vis-à-vis du regard masculin sur le corps de la femme musclée ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec la pratique de la musculation qui s'est vraiment démocratisée, et même du bodybuilding au sens large, on peut le dire, je pense qu'il y a moins cet aspect de se dire une femme trop musclée, c'est moche. Parce qu'aujourd'hui, on a la preuve, il y a beaucoup de fitness girls, ce genre de choses sur les réseaux sociaux qui pratiquent la musculation et qui le partagent. On voit qu'elles ont des physiques qui sont très esthétiques. Ils sont certes musclés, toniques, mais ils restent très esthétiques. La vision du bodybuilding que les anciens avaient, c'était vraiment la catégorie women's physique. C'est la catégorie la plus haute chez les femmes, à savoir un développement musculaire hors norme. Et c'est ce qui est recherché dans cette catégorie. Mais à l'époque, c'est vrai que dans les magazines, dans la presse, c'était ce genre de physique-là qui était plus mis en avant quand on parlait de bodybuilding féminin. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont restées encore peut-être sur ce schéma-là, mais avec le temps, ça tend justement à se démocratiser, à se dire, en fait, une femme féminine, elle peut être musclée aussi. Enfin, les deux peuvent coexister.
Donc tu trouves quand même qu'aujourd'hui, on le montre du doigt beaucoup moins qu'avant? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression, de par mon prisme, on va dire. Ouais. Après, j'ai pas la vision de tout le monde, mais en tout cas, moi, de ce que je vois, oui, je trouve Ouais, que ça moi s'est aussi. vachement démocratisé. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que quand même, ça a beaucoup changé ces dernières années et c'est de mieux en mieux, j'ai l'impression. Bah, figurez-vous que moi, je suis pas en phase avec vous deux, là. Pourquoi? Ah ouais Je me sens seule. Mais non, t'es avec nous. Mais c'est peut-être parce que je suis une grosse brioche. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup... En fait, j'ai l'impression que la force, c'est pas féminin. Alors, Que la force, c'est forcément masculin. Et que du coup, une femme qui va être très musclée, bah, c'est pas... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas attirant. Mais moi, je suis contente d'entendre des choses, des discours comme le tien. Et je suis pas le regard de toute la société. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas OK pour les gens. Alors, c'est pas OK dans certaines disciplines. Donc, comme je l'ai dit déjà, le bodybuilding pratiqué à un très haut niveau et dans certaines catégories, puisque chaque catégorie répond à des critères bien spécifiques. Effectivement, quand on monte dans des catégories supérieures, le physique tend à devenir peut-être moins féminin aux yeux de certaines personnes. Après, tout est relatif, tout est subjectif. Chaque personne a son avis, que ce soit sur son corps ou sur celui des autres. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais effectivement, il y a aussi la pratique du powerlifting, par exemple, où là, on a des nanas qui vont soulever très lourd. Donc, le but, c'est de soulever des charges très lourdes sur du bench, donc du développé couché, sur du soulevé de terre, sur du squat. Et là, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces nanas-là vont être un petit peu plus montrées du doigt parce que, d'une part, il n'y a pas cette partie esthétique de vouloir être sec ou quoi. Donc, pour avoir plus de force, il faut avoir un corps peut-être un petit peu plus gras. Attention à la notion de gras, je le dis par rapport au bodybuilding. C'est bien à concevoir. Dans le body, on est très, très sec quand on va monter sur scène. Là, on a un physique un peu plus lambda, on va dire, tout en étant musclé. Donc, on a la masse musculaire plus le taux de masse grasse normal d'une personne pour bien fonctionner, on va dire. Et peut-être qu'effectivement, ces personnes-là sont peut-être un petit peu plus pointées du doigt parce qu'elles vont soulever très, très lourd, qu'elles ont un physique, du coup aussi, qui est un petit peu plus musclé en conséquence, même si, en toute honnêteté, maintenant, on voit des powerlifteuses, mais elles sont magnifiques, quoi. Elles ont des corps athlétiques et tout. Donc, encore une fois, ça dépend des personnes. On peut pas juger sur une généralité. Je suis d'accord. Alors, c'est vrai que la question suivante est un petit peu sur une généralité que, à mon sens, j'avais constatée. C'était quand même comment est-ce qu'on vit le rapport avec son corps quand on ne correspond pas aux standards de beauté, alors que l'hygiène de son corps est pratiquement irréprochable. C'est-à-dire qu'on a très peu de gras, on est musclé, on est en forme, on prend soin de soi. Et pourtant, on répond pas forcément aux standards de beauté que les gens voudraient mettre dans la société. Alors, mon avis, c'est que les gens, on s'en fout. Voilà. Mon avis, c'est les gens, Ils sont on s'en jamais fout. contents de toute façon. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose sur votre physique. J'ai été très sèche. On me traitait d'anorexique. On me disait même que je prônais l'anorexie. Alors que je pratiquais mon sport que je documentais. Quand j'ai repris du poids après mes compétitions, tu es trop grosse. Là, tu ne fites pas. J'ai tout eu. Et aujourd'hui encore, j'ai encore des remarques sur mon physique aujourd'hui. Pas forcément en négatif, attention. Mais on me compare par rapport à mes précédents physiques, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde portera forcément un jugement sur n'importe lequel de vos physiques que vous allez avoir au fil des ans. Parce que le physique est amené à évoluer. On vieillit, on grossit, on a des événements de vie, on maigrit. Enfin, on est tous dans le même cas. Ce qui se passe, c'est qu'il faut s'aimer soi. Ça, pour moi, c'est l'amour-propre. C'est la base de tout. C'est-à-dire, si vous vous sentez bien dans votre peau et que vous ne correspondez pas aux standards de beauté qui, en plus, évoluent au fil des années. Dans les années 90, c'était les mannequins Kate Moss, toutes filiformes, pas de fesses, pas de seins, rien, qui étaient mises en avant. Aujourd'hui, ça va être les physiques plus Kim Kardashian, donc un 8, un sablier. Voilà, des formes généreuses, bien placées, un ventre plat, tout ça, une taille fine. Et dans quelques années, ça sera autre chose. Donc en fait, pour moi, il faut choisir le corps dans lequel on se sent bien, se sentir en accord avec ses choix de vie aussi, et les gens s'en foutent. Voilà. En fait, ce qu'on a trouvé hyper drôle avec Cassie quand on a préparé les questions, c'est qu'on s'est dit, t'as beau avoir une forme physique incroyable, t'as beau prendre soin de toi, t'as beau aller à la salle tous les jours, c'est tellement bien limite que tu rentres plus dans ce que la société attend de toi. C'est ça. On s'est dit, c'est hyper ironique quand même. Tu parlais tout à l'heure que tu as fait des compétitions, je voulais qu'on revienne là-dessus parce que c'était hyper intéressant. Tu aurais très bien pu faire du bodybuilding, du culturisme sans pratiquer de compétition. Pourquoi tu as décidé d'aller là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? Je dirais la pression sociale peut-être, quelque part. Alors, j'ai toujours eu un goût du challenge depuis que je suis jeune. Donc, j'ai toujours fait de la compétition dans tous mes sports. À savoir, j'ai fait de la gymnastique artistique, je faisais de la compétition à côté. J'ai fait de la boxe française.
Non, par contre, là, j'avais pas fait, parce que j'ai fait qu'une année, j'avais pas fait de compétition, mais après, j'ai fait des arts martiaux, c'est pareil. J'ai fait de la compétition à haut niveau. Donc, j'ai toujours eu cet esprit un petit peu de dépassement. Et c'est vrai que dans le bodybuilding, quand j'ai commencé, je le faisais seulement pour perdre du poids et avoir une forme qui me plaît à moi. Voilà, une bonne shape. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, les gens commençaient à semer un petit peu des graines aussi dans mon esprit en me disant « Pourquoi tu fais pas de la compète ? T'as vu comment t'as séché, t'es bien et tout, tu t'es bien développé, pourquoi tu ferais pas de la compète ?» Et en fait, on me le répétait assez souvent. Et un jour, j'ai eu une conversation avec ma mère et je lui dis « Écoute, tu sais que tout le monde me parle de faire de la compète, mais je sais pas, en fait, je sais même pas si j'en suis capable, je sais pas ce que je vaux, je sais pas. » Et en fait, elle me dit « Mais pourquoi tu testes pas, tout simplement ? Pourquoi tu te fais pas ton propre avis ? Teste une fois, ça ne t'engage à rien. Ça se trouve, tu vas commencer, ça va pas te plaire, tu vas arrêter. Ça se trouve, tu vas aller au bout et après, t'arrêteras. Mais au moins, tu auras testé, tu auras tenté et tu seras fait ton expérience. » Donc, à la suite de cette discussion, j'ai écrit un message à mon coach et je lui ai dit « Écoute, je peux commencer une prépa. » Voilà. Et tout est parti de là, et après, ça y est, tu t'es lancé. Et ouais, c'est parti de rien, en fait, finalement. Juste, fallait passer le pas et... C'est ça. Et ça s'est fait comme ça. Allez, test, on n'a qu'une vie, allons-y, quoi. Alors, on a vu, du coup, sur tes réseaux avec Cassie, quand on a un peu regardé ton profil, le niveau que tu avais à certains moments, c'est clairement impressionnant. Nous, Oui. on était clairement choqués de comment tu t'avais fait pour atteindre des niveaux aussi hauts. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment tu as fait pour avoir le mental pour atteindre un si haut niveau. Il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui est hyper intéressant, qui s'appelle Le talent est une fiction, de Sama Karaki. Je vous le conseille d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, qui est hyper intéressant, où elle déconstruit vachement tout ce qui touche justement à ce rapport au talent, à la célébrité, au succès. Et en gros, elle va essayer d'expliquer à travers son livre qu'est-ce que c'est qu'être talentueux. C'est quoi ? C'est de la chance ? C'est parce qu'on a eu des bons parents ? C'est parce qu'on a eu la bonne éducation ? C'est parce qu'on a eu de l'argent ? Toi, on s'est demandé qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à atteindre ce niveau-là. Tu penses que c'est ton mental d'acier ? C'est les opportunités que tu as saisies ? C'est quoi finalement ? C'est le mental. Je vais pas vous mentir, c'est que du mental. C'est savoir ce qu'on veut, se fixer un objectif et s'y tenir. Attention, c'est très simple à le dire comme ça. C'est beaucoup plus dur dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut faire face aux adversités de la vie. Rien n'est tout rose, on a notre taf à faire, on a notre taf à assurer, on a toutes nos obligations familiales, amicales, peu importe. Enfin, on a tout un tas de choses à faire et il faut faire rentrer sa passion du bodybuilding là-dedans. Mais je ne vais pas vous mentir, le fait qu'il y ait une échéance, c'est ça qui aide énormément les gens. Regardez des personnes qui vont se préparer pour un mariage. Ils savent qu'ils ont leur date du mariage. Les nanas, elles tiennent jamais aussi bien leur régime que quand elles savent qu'elles vont se marier à une telle date. Parce que tout le monde va les voir, parce qu'il y aura des photos, des vidéos pour tout immortaliser et que quelque part, elles n'ont pas envie de se louper sur ce coup-là. Et le bodybuilding, c'est la même chose. Parce que, comme un mariage, il y a de l'argent en jeu. Il y a des personnes qui regardent, il y a des personnes qui vous attendent et vous vous êtes fixé une date. Et plus important, vous vous êtes fixé un engagement envers vous-même que vous n'avez pas envie de briser. En fait, vous passez pour un lâche auprès de vous-même, mais aussi auprès des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à concevoir pour l'être humain. Et je pense que c'est pour ça qu'on tient aussi bien nos prépas, parce que j'ai fait des prépas et j'ai très bien tenu, mais je ne suis pas la seule. Il y a plein d'autres guerrières dans la nature qui font la même chose. Et je pense que ce truc de se fixer une date en se disant « Ok, pour là, il faut que je sois prêt et il y a tout le monde qui va le voir », je pense que ça met vraiment la pression au point où on se dit « J'ai pas envie de tout lâcher ». Attention, c'est pas la seule excuse. Il y a des personnes quand même qui lâchent en cours de route, qui font des écarts et qui ne le disent pas. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir une date et un mental, un très très gros mental, parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut se préparer mentalement à se dire « Je vais avoir faim, je vais avoir mal, je vais être très fatiguée, je vais devoir m'organiser, peu importe ce qui arrive. » Il faut s'adapter, on n'a pas le choix. On ne maîtrise pas tous les aspects de la vie. Il y a toujours des facteurs externes qui rentrent en jeu. Et il faut avoir cette capacité de se dire « Ok, si ça arrive, je fais quoi ? Comment je tiens mon plan coûte que coûte ?» C'est ça la clé, en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment se dire « Ok, j'ai une échéance, je la tiens et quoi qu'il arrive, faut que j'y arrive. » Ouais, quelque part, c'est de la planification et c'est du mental. C'est que du mental. C'est de se dire « Ok, je ne vais pas lâcher. » Mais le mental, on peut l'aider en mettant en place des habitudes qui peuvent aider à tenir sa diète, son plan d'entraînement et tout ça. C'est-à-dire que voilà, moi, je sais que j'habitais à côté d'une salle, j'étais à 6 minutes à pied de la salle. Donc, je sais que la salle, j'avais beaucoup moins de raisons de ne pas y aller quelque part. En tout cas, je n'avais pas d'excuses à me donner. C'est-à-dire que je sais que j'y vais à pied, je suis à la salle. Je n'ai pas 1 heure de trajet pour aller à la salle qui rajoute déjà de la difficulté. Donc, j'essaie de m'enlever toutes ces difficultés-là. Dans mes placards, par exemple, il n'y avait pas de gâteau. Je ne mettais pas de gâteau, je ne mettais pas de bonbons dans mes placards parce que forcément, même si ça ne fait pas partie du plan,
sur un moment de faiblesse, d'émotion, de fatigue ou quoi, on sait qu'on peut craquer, on est des humains. Donc, il faut éliminer toutes ces sources de distraction-là. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on procède par élimination. Il faut apprendre à se connaître, bien évidemment. Mais voilà, il faut mettre en place toutes sortes de petits stratagèmes quelque part pour essayer de tenir jusqu'à l'échéance. Mais tout ce mental-là, t'as pas l'impression que ça t'est propre à toi? Parce que la façon dont tu le dis, ça laisse un peu sous-entendre que toutes les femmes, si elles se mettent cette rigueur et cette hygiène de vie, elles pourraient y arriver. Mais quand on voit quand même les photos avec Cassie, on se dit, elle a forcément quelque chose en elle, ou je sais pas, qui a fait qu'elle a réussi à atteindre un tel niveau. Ou tu penses que c'est vraiment uniquement se dédier à un sport et se dire, ok, je tiens mes échéances? Non, en toute honnêteté, je ne pense pas que tout le monde est capable de faire ça. C'est-à-dire le bodybuilding et tomber à un taux de masse grasse qui est aussi bas. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi ? Parce que il faut avoir une certaine relation avec la nourriture dans un premier temps. Ne pas avoir de problème avec la nourriture du style des troubles du comportement alimentaire ou ce genre de choses. Parce que forcément, ça va rentrer en compte au moment où on va descendre les calories drastiquement. Il y aura un moment où le corps va réclamer plus que tout à manger et il va falloir lutter contre son corps. Et là, c'est la tête qui va devoir dicter ce que le corps fait. Alors que souvent, on est dicté par nos besoins. On a un petit peu faim, on se dit, bon, je vais aller manger. J'ai soif, je vais prendre un verre d'eau. Je suis fatiguée, je vais aller dormir. Et là, en fait, on ne peut pas se dire ça. On ne peut pas écouter notre corps. C'est notre tête qui va devoir diriger tout ce qu'on fait. Et je ne vais pas vous mentir, moi, c'est mes années de sportive dans le passé, à haut niveau, ce genre de choses, toutes les compétitions que j'ai fait depuis petite, qui m'ont quand même forgé ce mental, cette discipline, ce truc de se dire, OK, je sais que si je travaille et que je me donne les moyens, je peux arriver à mon but. Je pense qu'il y a beaucoup de passifs sportifs qui a joué aussi dans mes prépas de bodybuilding. Ouais, et c'est intéressant, tu vois, parce que tu parles de sportifs et nous, dans le podcast, on a reçu il y a pas longtemps un Michael qui pratique du MMA et il nous parlait justement que lui, il avait aussi un coach, que ce soit un coach psychologique, un coach physique, voilà, pour l'aider au quotidien à atteindre ses objectifs. J'ai plusieurs questions pour toi. Déjà, est-ce que ça coûte cher un coach ? La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais pu progresser sans un coach ? Et la dernière, c'est est-ce que vraiment le coach, c'est essentiel dans le culturisme ? Est-ce qu'on peut atteindre des niveaux assez hauts sans avoir un coach qui est avec nous, que ce soit, comme j'ai dit, un coach, un préparateur physique ou un coach psychologique aussi, mental, qui est avec nous au quotidien ? Alors, je vais répondre à la première question. Un coach, oui, ça a un coût. Ça a un coût non négligeable. Il y a coach et coach encore. Donc, il y a les coachs, ce qu'on appelle lifestyle, qui vont faire plus des pertes de poids pour les personnes de manière générale qui sont en surpoids, ce genre de choses, qui vont pas être non plus excessifs, mais ça reste un coût quand même à prendre en compte dans sa vie de tous les jours. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach juste pour perdre du poids. Ils vont faire des méthodes par eux-mêmes pour économiser de l'argent. Donc ça, c'est plus la partie lifestyle. Je dirais que ça doit osciller aux alentours de maximum 100 € pour quelqu'un qui veut juste perdre du poids et avoir un suivi régulier, bien évidemment. 100 € par mois ? Ouais, par mois. Ok. Pour des profils compétiteurs, là, on peut doubler minimum le prix. Forcément. Donc, ça dépend, parce que moi, j'ai eu plusieurs coachs, donc je peux vous dire que j'ai eu un petit peu de tous les tarifs. Il y a certains coachs en France qui sont dans le bodybuilding depuis des années et qui ne sont pas forcément très médiatisés sur les plateformes des réseaux sociaux, vont mettre leur prix plutôt bas comparé à d'autres personnes. Bien évidemment, plus on est connu, plus on monétise aussi son contenu du style podcast, de coach, sa communauté, qu'on développe tous ces médias autour, le coach prend en notoriété et devient beaucoup plus cher. Bien sûr, tout en ayant des résultats à l'appui au niveau des compétitions. Donc moi, j'ai eu des coachs autour des 150 €, ça a été le plus bas, et c'est monté à 300 € par mois. Donc là, c'est toujours par mois que je parle, sans compter les autres frais annexes liés au sport du bodybuilding. Donc ça reste un coût, c'est quand même un coût à prendre en compte. Surtout si on veut faire des compétitions et qu'on veut être bien préparé, il faut mettre quand même un certain prix. Moi, je dirais c'est aux alentours de 200-300 € qu'il faut compter pour avoir un coach par mois, bien évidemment, de bodybuilding. Donc ça a un coût, c'est comme ce qu'on dit souvent dans le bodybuilding, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres, et c'est très vrai, puisqu'on en parlera peut-être après, mais tout le lifestyle associé est quand même assez coûteux. Donc oui, c'est très cher dans un premier temps. Est-ce qu'on peut progresser sans coach pour se préparer pour des compétitions ? C'est possible, mais attention. Le problème, c'est que dans une sèche, on va voir son corps évoluer, perdre de la masse grasse, et qu'en fait, on commence à développer une dysmorphobie. Je ne sais pas si je dis bien le mot. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir son corps tel qu'il est actuellement. C'est comme les gens qui perdent énormément de poids d'un coup. Ils n'arrivent plus à se reconnaître. Ils se disent, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu du poids. Ils ont perdu 10, 15, 20 kilos. Ils se voient toujours comme avant. Et bien, le bodybuilding, c'est comme ça et c'est même pire. Parce qu'il n'y a pas forcément des gros gaps de poids
Mais par contre, il y a des gros gaps au niveau de la shape, en fait, du rendu final. Et des fois, on ne se rend pas compte. Donc, on va prendre des décisions envers nous-mêmes sans être réellement objectif. Et c'est là où l'aide du coach, elle est primordiale. C'est-à-dire que lui, il peut se dire « Oh, tu me dis quoi ? Tu as déjà énormément séché. Là, je crois que tu ne te rends pas compte. On ne va pas faire ça. On va aller dans l'autre sens. On va réaugmenter, par exemple, les calories. » Chose que nous, on ne ferait pas. On se dit « Mais non, je vais sécher, moi. Il faut que je sois prête. Il faut que je me dépêche. » Donc, voilà, ça aide vraiment à être objectif. Après, je connais des personnes qui sont préparées seules. C'est des gens qui avaient énormément de connaissances, bien évidemment, qui étaient coachs à côté aussi, qui sont préparés seuls et qui ont réussi à avoir, par exemple, une carte professionnelle tout en se coachant seuls. Attention, c'est très, très rare. Je connais qu'une personne à qui c'est arrivé. Je ne vais pas vous mentir, même les plus gros athlètes, comme on le voit, Chris Bumstead, des gros athlètes très connus à l'international, ils sont tous coachés. Parce que des fois aussi, ça fait du bien de débrancher son cerveau et de se dire, je laisse les rênes à quelqu'un qui va s'occuper de ça, parce que moi, j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. J'ai déjà ma diète, j'ai déjà mes entraînements et j'ai besoin d'exécuter. Et plus le temps passe dans la préparation, plus on diminue les calories, moins on arrive à réfléchir et prendre des bonnes décisions pour nous. Et c'est pour ça que pour moi, avoir un coach, c'est primordial pour une prépa. Alors, c'est vrai que toi, dans ton parcours, tu as notamment été entourée d'un coach aux Émirats Arabes Unis, aussi un coach aux États-Unis. Moi, j'avais un peu envie de parler justement de la vision France-États-Unis. On est quand même dans un monde hyper américanisé pour beaucoup de choses, que ce soit la musique, les films, parfois aussi même la nourriture, même si on reste en France et qu'on mange bien, mais on est quand même vachement influencé. Quand tu arrives dans ces compétitions-là à l'international, avec bien évidemment des personnes qui arrivent de toutes parts, et notamment des États-Unis où la pratique est encore plus forte, l'utilisation aussi de certains produits est encore plus forte. Comment est-ce que toi, tu le gères en fait ? Alors, il faut savoir que quand on participe à des compétitions internationales, en tout cas quand on est en Europe, on est en France, en Italie, peu importe, on essaye de rester dans les compétitions internationales en Europe. Pourquoi ? Parce que déjà, par rapport au coût, c'est moins cher forcément en termes de déplacement, de logement, etc. Quand on va aux États-Unis, il faut se prévoir aussi des congés parce qu'en général, les gens sont salariés quand même à côté. Donc, il faut prévoir le fait qu'on a un long trajet, par exemple, pour aller aux États-Unis. Donc, c'est plus les athlètes professionnels qui vont se déplacer aux États-Unis que les athlètes amateurs. Donc, il faut prévoir le jet lag, il faut prévoir le coût du trajet, il faut prévoir d'arriver suffisamment à l'avance parce que ton corps réagit pas forcément bien à l'avion. Tu vas être déshydraté ou alors, à contrario, tu vas faire de la rétention d'eau, donc tu vas voiler ton physique. Donc, il faut que tu puisses arriver dans ta compétition dans les meilleures conditions possibles. Donc, mental et physique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un voyage qui altère trop, même si des fois, bien évidemment, c'est indispensable quand on est athlète professionnel de se déplacer, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est l'endroit, comme vous le dites, où il y a le plus de pro-shows, il y a le plus de shows de manière générale. Il y en a tous les week-ends là-bas, ce qui est beaucoup moins le cas en Europe. Donc, en Europe, il faut plus prendre son temps et bien choisir ces compétitions sur lesquelles on va concourir pour être sûr d'arriver prêt et de pas, d'une part, gaspiller de l'argent pour rien et ni de l'énergie. Et voilà, donc on va dire qu'en France, en Europe en tout cas, il y a beaucoup moins d'athlètes des États-Unis qui viennent en Europe, mais il y a beaucoup d'athlètes européens pro qui vont aux États-Unis. Après, par rapport au pro-show, donc c'est quand on est athlète pro et voilà, qu'on concourt au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a des pro-shows qui sont très intéressants en Europe, notamment en Espagne, au Portugal, qui sont très connus et qui ramènent souvent des athlètes professionnels des États-Unis. Mais ça reste dans une moindre mesure, on va dire. Le bodybuilding, quand on le voit comme ça sur le papier, ça peut nous faire rêver. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent que c'est magnifique, c'est trop bien, il n'y a que des avantages. Mais bon, chez C'est Comment, on aime bien aussi apporter de la nuance. T'es d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec toi. T'es d'accord avec moi, on aime bien apporter de la nuance et on trouvait ça intéressant avec toi de parler un petit peu des côtés sombres du bodybuilding. Voilà, au moment du pré-entretien, tu nous as parlé d'aspects négatifs comme par exemple l'absence des règles, la douleur, l'absence de vie sociale aussi qui est difficile. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus ? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est quand même intéressant chez C'est Comment de pouvoir dire aussi il y a des côtés négatifs et il faut que les gens en aient conscience. Bien sûr, ouais, je suis totalement d'accord. Alors, ce que j'ai toujours essayé de faire au niveau de mes réseaux sociaux, c'est de documenter mes préparations. Alors, d'une part, pour me garder un souvenir à moi et de me dire, OK, je peux revenir sur tout ce que j'ai vécu en images et c'est génial. Parce que même encore aujourd'hui, je peux regarder mes premières compétitions, j'ai tout filmé. Et d'un autre côté, pour partager aux yeux du monde entier, à mon humble échelle, on va dire. Mais quelque part, c'est ça reste public, n'importe qui peut le voir, quoi. C'était de partager justement toutes ses forces et ses faiblesses pendant une préparation. Parce que justement, sur Instagram, par exemple, qui est un peu le réseau social du beau paraître, on va dire, on ne montre que les photos de scène, on est beau, on est sec, on a un sourire jusqu'aux oreilles, mais on ne montre pas forcément la réalité du quotidien. Et c'est le quotidien le plus important.
La scène, on reste 1 minute sur scène, grand maximum, je ne vais pas vous mentir. Donc en fait, on se bat limite toute une année pour 1 minute sur scène. Donc c'est le quotidien le plus important que la scène, in fine. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu documenter au maximum de manière authentique, c'est-à-dire peu importe que j'ai envie de pleurer à la caméra ou quoi, je voulais tout documenter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, plus les prépas avançaient, plus j'atteignais un taux de masse grasse qui était bas, plus ça devenait très compliqué. Alors d'une part, au niveau du travail pour réfléchir, parce que là, on parle physiologie interne, c'est-à-dire que sans sucre, le cerveau commence à complètement dérailler. En fait, on n'arrive plus à se concentrer. On n'arrive même plus à parler. Je ne vais pas vous mentir, m'exprimer, par exemple, sur un podcast comme là, j'aurais été incapable de le faire. Parce qu'on ne trouve plus ces mots, on a beaucoup de mal à se concentrer, on a très peu d'énergie, on est tout le temps fatigué. Et vraiment, mais d'une fatigue, c'est inexplicable. C'est-à-dire que même se dire, je vais descendre mes poubelles, c'est un combat. Descendre des poubelles. C'est vraiment dans une fatigue où on est là, on rentre de la salle, on se dit, attends, j'allais prendre ma douche là, vraiment ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment cet état de fatigue-là. Et vraiment, c'est limite comme si vous aviez une grippe, mais H24. Donc, c'est vraiment pas drôle. Après, c'est vrai que ça forge le mental. Je vais pas vous mentir. On est conscient de tout ça. Moi, en tout cas, je suis partie dans une préparation en pleine conscience de ce qui m'attendait. C'est aussi là le point d'avoir un très bon coach aussi qui nous accompagne et quelqu'un qui est très disponible à l'écoute. Parce qu'on arrive dans une détresse émotionnelle, on est en train de se poser beaucoup de questions, où on remet tout en question. On met en question sa préparation, son physique. On se dit, OK, j'ai séché, mais en fait, j'aime pas du tout mon corps. Est-ce que je vais être compétitive ? On se pose énormément de questions. On n'arrive plus à dormir. Comme tu l'as dit, certaines personnes peuvent perdre leurs règles. C'est pas tout le monde, il ne faut pas faire de généralité. Mais oui, c'est un cas à prendre en considération, puisqu'on descend dans un taux de masse grasse qui, pour la femme, est totalement inhumain, on ne va pas se mentir. Donc voilà, beaucoup d'effets négatifs. Moi, je me souviens surtout sur ma prépa 2022, où le soir, je m'allongeais dans mon lit et je sentais les os de mon bassin sur le matelas, quoi. C'était hard. C'était hallucinant. Hard. Ouais, c'était hard. Je sentais les os de mon bassin et quand je marchais dans la rue ou quoi, je me souviens, je sentais comme s'il y avait de l'eau qui ruisselait entre mes jambes alors qu'il n'y avait rien du tout, tellement mon système nerveux était HS. Alors les cheveux, je ne vous en parle pas, je perdais des touffes. On pouvait faire ça et m'enlever une tonne de cheveux, quoi. C'était assez impressionnant. Et pourtant, j'ai quand même fait mes prépas dans des bonnes conditions. Quand je dis des bonnes conditions, c'est que j'ai été bien préparée. Donc, j'ai eu des bons préparateurs, des bons suivis réguliers, tout le temps, des personnes très disponibles et très à l'écoute. Mais même comme ça, c'est des conséquences qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans le bodybuilding. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. On est très fatigué. Il faut aller s'entraîner. Donc, moi, je me souviens que le matin, je me levais avant le taf à 5h. J'allais à la salle pour faire mon cardio. Sur le chemin, je voyais des nanas toutes pompettes qui sortaient de boîte. Moi, j'allais faire mon cardio en mode schlag, tu vois. J'étais là. 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais, 2 salles, 2 ambiances. J'allais faire mon cardio. Il fallait que je rentre chez moi, que je prenne ma douche, je me prépare, que j'aille au taf toute la journée. En plus, avec rien dans le bide. On est en fin de prépa. Tu manges du colin et des asperges quasiment à tous tes repas, même à 7h du mat'. Et le soir, il fallait que je m'entraîne encore une fois, que je fasse mon entraînement de musculation plus du cardio supplémentaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, le corps, il s'adapte. Donc, plus on avance dans la prépa, plus on baisse les calories, plus on augmente le cardio aussi en parallèle. Donc, la fatigue est de pire en pire. Enfin, c'est vraiment un cercle... C'est très compliqué, quoi. C'est dur à gérer, on va pas se mentir. Je te vois impressionné, là. T'as pas l'air bien, là. Franchement... T'as la pression, là. Ouais, et franchement, depuis tout à l'heure, je t'écoute attentivement, Anissa, parce que je suis très admirative de tout ce que tu dis. Je suis impressionnée, en fait. C'est vrai que même lors du pré-entretien, je trouve on sentait que t'avais un mental d'acier depuis que t'étais enfant, en fait, de ce que tu nous as dit. Mais là, quand je t'entends parler, mais jamais moi, je vais faire ça. Mais jamais. Moi, je craque déjà. J'ai une bonne journée, gâteau. J'ai une mauvaise journée, gâteau. En fait, tous les prétextes sont bons. Tous les prétextes sont bons pour avoir des gâteaux. Et on garde toujours des petits gâteaux. On sait jamais, au cas où. Et je me dis, mais le tout... En fait, je suis super contente que tu parles de tout ça, parce qu'il y a les aspects très beaux du bodybuilding, et aussi tu parles aussi des aspects un peu moins beaux et tout le sacrifice qu'il y a derrière. Vraiment, moi c'est vraiment ça que j'entends dans ton discours, c'est la notion de sacrifice. Sachez dans quoi vous vous embarquez si jamais vous allez dans cette aventure-là. Ce n'est pas sans conséquence, il faut savoir quand même ce que l'on fait, avec qui l'on va. Et moi j'adore ton discours, vraiment, hein. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Moi aussi, je suis très impressionné. Ouais. Et je me dis, et non, moi, je pourrais pas. Mais c'est surtout... on sait pas, en fait. Enfin, je veux dire, faut arrêter aussi de se mettre des barrières. Parce que comme toi, tu l'as dit, tu as eu une discussion avec ta maman qui a déclenché. Peut-être que moi, c'est ma discussion avec Anissa qui va déclencher. Peut-être. Voilà. Mais alors, il faut se dire que le plus dur, c'est pas de le faire une fois.
qu'il faut le répéter pendant des mois et des mois et des mois sans écart. C'est-à-dire que tous les jours, il faut faire votre cardio. S'il y a 1 heure de cardio à faire tous les jours, il faut trouver le moyen de les faire, peu importe ce qui se passe. On en revient à notre discussion du début. C'est que peu importe l'adversité et les événements de la vie, parce que des fois, on a des urgences au boulot, il faut rester plus tard. Du coup, ton entraînement, il sera aussi décalé. Donc, tu vas faire la fermeture. Il faut le savoir, sachant que tu es très fatigué, qu'il faut que tu prépares tes repas et que tu fasses ça tous les jours pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ta compète, quoi. Il n'y a pas d'écart, en fait. Il n'y a pas de place au hasard, quelque part. C'est incroyable, parce que quand même, ça, tu nous l'as bien dit, tu n'as fait aucun écart. Et tu vas revenir tout à l'heure sur une anecdote que tu nous as dit en pré-entretien. On était obligé de te poser la question, mais avant cela, bien évidemment, comment, j'ai envie de dire, ne pas évoquer le bodybuilding, sans évoquer les produits dopants, parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît, on sait. C'est vraiment une question qu'on voulait te poser parce qu'on ne voulait pas un peu, je dirais, cacher l'éléphant au milieu de la pièce. Ça fait partie aussi de ce milieu-là. Et donc, on voulait te poser la question un petit peu, quelle était ta vision par rapport aux gens qui prennent des produits dopants? Est-ce que toi, tu as vu certaines choses, certaines conséquences? Voilà, un petit peu, je dirais, une anecdote ou ton ressenti vis-à-vis de cela. Alors ouais, j'ai pas forcément une anecdote, mais ouais, je peux vous parler de mon ressenti par rapport à ça. Je pense que, comme tout, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Faut bien se mettre en tête qu'en France, c'est illégal. Donc voilà, les gens font leur choix en connaissance de cause. Par contre, il faut vraiment être encadré, je dirais, dans un premier temps. Et il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire savoir, ok, tel produit va avoir telle conséquence sur ma santé, est-ce que je suis prêt à prendre le risque ou non? C'est vraiment une histoire de savoir quelles sont les conséquences de ces actions. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque ou non? Si la personne est prête en connaissance de cause, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je n'ai pas de sujet. Par contre, par exemple, des personnes qui prendraient ce genre de choses sans connaître les conséquences derrière, ni de par la nature du stéroïde qui a été pris, ni de par la nature du dosage non plus, là, c'est problématique pour le coup. Parce que ce manque d'information peut clairement conduire à la mort. Et là, j'ai une question qu'on n'avait pas prévue au moment du tournage, mais je vais la poser quand même. C'est est-ce qu'il y a des contrôles au moment des compétitions vis-à-vis du dopage? Alors, il y a des contrôles dans les compétitions naturelles, dites naturelles. Donc, il y a la fédération, il y a des fédérations, celles qui mènent à Olympia, qui ne le sont pas. C'est quelque chose qui est commun au bodybuilding, ça fait partie du sport. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de contrôle sur ces fédérations-là. Par contre, il y a une fédération qui est dite naturelle. Il y en a même plusieurs qui existent, je ne les connais pas toutes. Dans ces fédérations-là, effectivement, il y a des contrôles antidopage qui sont effectués. Est-ce que ces contrôles sont fiables à 200%? Je vous dirais que non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on peut prendre des produits dopants il y a des mois et des mois en arrière, arrêter à 3 mois de la compète, monter sur scène et les analyses d'urine ne montreront rien. Pourtant, vous avez quand même pris quelque chose à un moment. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est à prendre avec des pincettes. Depuis tout à l'heure, on parle de sacrifice, on parle de rigueur, on parle de difficulté. On fait tout ça, on arrive sur scène et là, on perd. On n'est pas dans le classement. Comment on vit les défaites dans le monde du bodybuilding? C'est une question qu'on s'est posée avec Cassie. On s'est dit on ne pouvait pas ne pas l'évoquer, le rapport à la défaite. Parce que quand on voit tous les sacrifices que vous faites pour perdre au final, parfois, comment on gère ça? C'est une super bonne question. Je pense que c'est la meilleure question là, du podcast. Et c'est la mienne. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens ne pensent pas à cette possibilité. D'accord? Ils se disent, je vais faire tous ces sacrifices. Et moi, la première, j'étais la première comme ça. Ils vont faire tous ces sacrifices en se disant, ça va forcément payer. Parce que le travail paye toujours. Et bien, dans le bodybuilding, désolé de vous le dire, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça peut ne pas payer. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter des critères de catégorie, d'accord, qui ont été prédéfinis par des juges. Il faut savoir qu'il y a une table de plusieurs juges, je crois qu'ils sont 5 au total, qui vont juger votre aspect physique avec leur subjectivité. Attention. Parce que ça reste un sport très subjectif. Est-ce que la personne te trouve belle? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça fait partie du sport du bodybuilding parce que c'est de l'esthétisme. Et encore plus dans la catégorie dans laquelle je concourais, qui est la catégorie bikini, il n'y a pas que le physique à prendre en compte et la musculature et les proportions. Il y a toute l'aisance sur scène, le maquillage, les cheveux, le bikini, la présence que vous allez dégager quand vous allez faire votre posing, votre routine. Tout ça, ça compte. Donc, il se peut qu'à un juge, ça plaise et qu'à un autre, ça ne plaise pas du tout, même si vous avez donné le meilleur de vous-même. Donc, c'est possible de perdre. Ça m'est arrivé. Moi, je me souviens qu'en 2022, j'ai donné toute ma vie dans ce sport pour au final arriver et me faire rétamer quelque part. J'ai été déclassée, je crois que j'ai fini top 5 sur 9 personnes. Enfin, pour moi, c'était un échec, clairement. Je ne suis pas dans le top 3, pour moi, c'est un échec. Et là, on se dit, waouh, il y a tout le monde qui s'écroule. J'ai fait tout ça, perdre. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, moi, dans le bodybuilding,
c'est de me focus trop sur le prix final et pas tellement sur tout ce que j'ai accompli. Et on se laisse très vite happer par les émotions. Moi, je me souviens que je suis sortie de scène, je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Comme si on avait tué quelqu'un de ma famille. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Parce qu'il y a tout qui est redescendu. J'ai toute la pression qui est redescendue. La déception aussi, parce que j'ai mis tellement d'efforts pendant quasiment 2 ans dedans pour au final me faire déclasser. Donc, je pense que l'erreur que j'ai faite, moi, avec le recul, et ça, je suis contente de l'avoir vécu pour dire qu'avec une prise de recul, on se rend compte que tout arrive pour une raison et que tout a une signification quelque part. Je me suis rendu compte que je m'étais trop focalisée sur le prix, sur la destination, et pas assez sur tout le chemin que j'avais parcouru. Et dans le bodybuilding, sachant que c'est un sport très subjectif, il ne faut pas y aller en ayant des attentes. C'est-à-dire, il faut se donner à fond dans sa prépa, faire tout ce qu'on peut, son maximum, et aller sur scène fier en se disant « j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais avec les moyens qui m'ont été donnés et les situations auxquelles j'ai fait face. » Et si vous avez fait ça, vous avez gagné, peu importe le résultat. Et ça, c'est la plus belle des victoires. Mais il faut avoir ce recul, je pense, des fois nécessaire, l'avoir vécu, etc., pour se dire « en fait, le prix, je m'en fous. Regarde d'où t'es parti en 2017. Regarde toutes tes anciennes photos. C'est ça ta vraie victoire. T'es passé à travers tout ça. T'as tout fait et t'es arrivé à ta cible que toi, tu pensais être la bonne, qui n'a pas été celle des juges, mais toi, tu as fait ton travail. Et ça a été ça, mon erreur. Je pense vraiment qu'il ne faut pas s'attarder sur le résultat final, même si on est tous des compétiteurs, hein. On est tous là pour gagner quelque part. Mais je pense que la plus grande richesse, c'est de se focaliser sur tout le chemin qui a été parcouru. Mais tu vois, je trouve ça super beau ce que tu dis parce que je trouve que c'est même une métaphore de la vie en général et on l'a déjà dit chez C'est Comment, les gens se focusent toujours sur la destination et pas sur le voyage. Ouais. Et c'est tellement le problème de beaucoup de gens qui arrivent parfois sur leur lit de mort ou à 80 ans ou à 60 ans et ils se disent ouais, à chaque fois, je me disais, je serais heureux quand j'aurais ça, je serais heureux quand j'aurais ça. Mais finalement, le bonheur, est-ce que c'est pas juste tout ce qu'on vit tout au long de notre vie? Et j'ai beaucoup aimé que tu dis ça. Toi aussi, j'ai vu que ça t'a touché. Je t'ai vu réagir. Je te repasse la main, mais je voulais vraiment souligner ça. Je trouve ça super beau comme philosophie. Ouais, bien évidemment, ça m'a beaucoup parlé parce qu'on en parle aussi chez C'est Comment. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire quand j'aurai perdu ces 10 kilos, je serai heureuse. Quand j'aurai ce sac, je serai heureuse. Quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai Et ça. finalement... Et en fait, on se focus pas sur, en effet, tout le chemin qu'on parcourt. Et oui, j'étais très sensible à ce que tu as dit. Mais comme depuis le début de cet entretien, de toute façon. Elle te kiffe, de toute façon. Ah non, vraiment. Mais je trouve ça très important que tu dises, voilà, quand tu revois tes photos en 2017 et que tu vois le chemin que tu as fait, c'est incroyable. Et ça, c'est ta plus belle victoire, vraiment. Et j'ai même envie de dire, tu vois, même nous, dans le podcast, oui, on sera content quand on aura 10 000 abonnés, 20 000, 100 000. On le fait aussi, mais en fait, c'est quand vrai. on regarde toutes les personnes qu'on a accueillies dans le podcast, tous les échanges qu'on a eu, toutes les leçons que vous nous donnez, toutes les philosophies que vous partagez avec nous, en fait, on a déjà gagné. Parce qu'on a fait ce pourquoi on a créé ce podcast. Et donc, je pense qu'on va retenir ça. On va bien noter. On va bien le noter. De toute façon, il y a beaucoup d'épisodes qu'on doit re-regarder. C'est clair. Parce que la théorie, c'est sympa, mais maintenant, on s'y met. Il faut pratiquer. Franchement, cet épisode, si ça vous donne pas la motivation de faire quoi que ce soit, d'ailleurs, hein, je sais pas ce que ça vous donne. Ouais. Moi, il me fait du bien. J'espère qu'à vous aussi. Moi aussi. Voilà. Je te laisse enchaîner avec la question suivante. Ah, c'est à moi? S'il vous plaît, madame. Mais en plus, moi, je suis pas du tout concentrée. Super. Non, pareil, je voulais justement revenir sur la notion de sacrifice. Encore une fois, il est vrai, mais parce que je trouve que c'est quand même une notion qui est très, très importante. On est sans cesse à la recherche de la perfection. Tu le disais, notamment au début, on s'autocritique, on s'auto-juge tout le temps. Est-ce qu'on n'est pas finalement un éternel insatisfait quand on est dans le monde du bodybuilding? Ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit non, là, ça va, c'est OK. Et finalement, comme tu le disais, les juges, même, c'est très subjectif. Donc finalement, ils remettent même en cause ce que nous, on pensait avoir atteint. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une éternelle insatisfaction qui se crée? Alors, c'est vrai. Je pense que, mais au-delà du bodybuilding, je pense que les gens, de manière générale, sont des éternels insatisfaits. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et c'est pour ça que je le précise sur ce podcast. C'est de se dire, regardez où vous en êtes, en fait. Regardez déjà le chemin parcouru. C'est déjà énorme. Et c'est vrai que dans le bodybuilding, on est tout le temps en train de se dire « mais ça, c'est pas assez, ça, c'est pas assez ». Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas ce regard objectif envers nous-mêmes. Donc, on sera constamment en train de se juger. Peu importe son taux de masse grasse, peu importe son taux de masse musculaire, on sera là en train de se dire « peut-être c'est pas assez ». En fait, rien que si tu te mets dans une salle de sport lambda, dans n'importe quel fitness park,
Tu mets un bodybuilder en fin de sèche. Et, il a déjà tué tout le monde, entre guillemets, autour de la salle. Enfin, il est déjà sorti du lot. Mais lui, au fond, il est toujours pas satisfait. Sortir du lot n'est plus assez. Il voudra toujours plus. Et ce qui est bien avec le bodybuilding et les compétitions, c'est que les juges vous jugent, vous notent des points, etc. Mais derrière, vous pouvez aller les voir pour leur demander un feedback. C'est-à-dire, vous pouvez aller les voir en disant « Ok, très bien, j'ai été placé 5e, pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas sur mon physique ? Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois ?» Et ils vont vous le dire, il n'y a pas de souci. Ils vont vous dire « Il n'y avait peut-être pas assez de développement musculaire à ce niveau-là, peut-être que c'est de manière globale, donc il faut prendre un off-season un petit peu plus long, c'est-à-dire une période hors compétition pour se reconstruire musculairement. Peut-être que c'était un petit détail, le tan qui a été mal fait, qui a été mal positionné où il y a une tache, le maquillage qui n'était pas beau, le bikini qui n'était pas bien placé. Ça peut être tout un tas de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre ce retour des juges et de se dire « Ok, je le prends, j'ai compris ma leçon, je vais bosser et je vais revenir avec le package qu'eux, ils veulent voir. » Et en général, les juges se souviennent de vous au fil des saisons. Ils vont dire « Ok, elle a pris note de ce que j'ai fait déjà, ça c'est pas mal. » Donc déjà, peut-être le ranking, il va peut-être augmenter. Après, il y a aussi le placement sur scène vis-à-vis des autres filles, parce qu'on est comparés. Donc forcément, ça va changer en fonction des compétitions. Il y a des compétitions où on va retrouver des nanas qu'on connaît et d'autres pas du tout. Ça sera un autre plateau. Donc il y a aussi cette dimension-là qui joue aussi énormément. Mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est vraiment prendre le retour des juges et s'améliorer. Après, est-ce qu'on sera satisfait de son physique ? Pas forcément. Je ne dis pas ça. Je pense que je connais personne qui m'a dit honnêtement, c'est bon, là, je suis bien. C'est bon. Peut-être des gens, peut-être des gens de la vie lambda où ils se disent ok, c'est bon, j'ai atteint mon niveau, mais qui n'ont pas forcément plus d'exigences envers eux-mêmes que ça. Se dire ok, c'est bon, moi j'ai perdu mes 10 kilos, je vois un petit peu, mais ça me suffit. Mais ça suffit pendant un petit moment. Après, je pense que cette personne va dire mais non, en fait, je pourrais faire plus. Vas-y. Il y a toujours cette insatisfaction qui perdure quelque part. C'est une course infinie finalement. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'as jamais abandonné ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu dis mais j'arrête tout ? Moi, j'en vois tout balader parce que finalement. Les jurys, c'est subjectif, c'est beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que j'y gagne au final ? Et pourquoi t'as tenu ? Alors, je pense que j'ai toujours l'espoir. En fait, je suis quelqu'un qui garde énormément la foi. Nous allons garder ce moment. Voilà, c'est décidé. Je tiens à ce qu'on le garde, ouais. En direct live. Ça va ? C'est de l'eau, tu vas t'en remettre. Pardon, Anissa. Du coup, j'ai perdu mon fil. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on a ces comment. Et ça va ? Je vous rends nerveux. C'est pas grave. Tu fais jamais d'un truc pour essuyer ou ça va ? Non, c'est bon. Ok. Anissa, tu continues ? Excuse-moi, je me souviens même plus du coup. T'inquiète, je vais reprendre. Ma question, c'était en gros, quand on parlait du fait de continuer, de pas abandonner. Ah oui, ok. Ouais. Alors, personnellement, j'ai toujours gardé la foi quelque part. Je me disais, tu peux faire mieux, tu peux pousser encore plus, jusqu'à ce fameux moment où j'ai fait mon burn-out fin 2022 après ma compétition à l'international pour laquelle je m'étais préparée quasiment toute l'année. Donc ça faisait quasiment 2 ans que j'étais en prépa, que je faisais pas un écart, que j'enchaînais. Et je vais pas vous mentir, le taux de masse grasse, la fatigue, le temps passé à la salle, que j'enchaînais avec le taf, j'avais pas de vie, clairement. En plus de ça, je documentais sur YouTube. Donc en fait, j'avais 3 tafs en même temps. J'avais mon cardio, j'avais ma muscu, j'avais mon taf qui me fait manger, s'occuper de sa maison et tout ça accessoirement aussi. Et en plus, j'avais tous les réseaux animés. Moi, je sortais une vidéo par semaine sur YouTube. Je faisais tout moi-même, filmage, montage, tout. Instagram à alimenter, tout ça. Et ça me prenait énormément de temps. Et moi, je voulais pas lâcher. Je suis quelqu'un, je lâche pas le truc. Je suis comme ça, hein, c'est dans ma nature, je suis très déterminée. Jusqu'au moment où mon corps m'a dit stop. Il y a un moment, je me suis réveillée. J'étais dans un état de fatigue. C'était peut-être à 3 semaines avant ma compétition. Quelque part, c'est normal d'avoir cet état d'esprit. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hein, on est privé de sommeil à ce moment-là, on a très peu de sommeil, parce que le taux de cortisol, l'hormone du stress dans le corps, est tellement haut que ça vous tient éveillé même la nuit. Vous ne dormez pas d'un vrai sommeil lourd. Il n'y a pas assez d'apport nutritif pour avoir un sommeil de qualité. Il y a toute la fatigue liée aux entraînements. Il y a le taf à assurer, il faut continuer à assurer, parce qu'en fait, il n'y a personne qui fera votre travail à votre place. Votre patron, il n'en a rien à foutre de savoir que vous faites des prépas de compétition. Lui, il veut que le travail soit fait comme d'habitude, que ça ne bouge pas. Donc, on se met inconsciemment une pression qui est énorme. Et moi, je me souviens, à 3 semaines de ma compétition, j'ai fait un burn-out. J'ai dit, mais en fait, je me levais le matin pour aller au taf. Je pleurais. La première chose que je faisais, c'était pleurer. C'était une souffrance. Je me disais, je ne peux pas y aller. J'en peux plus. Je suis au bout, quoi. Et c'est pas forcément la prépa, hein, c'est tout un... Il y avait d'autres choses, c'est-à-dire que même dans mon travail, ça allait pas forcément. Enfin, c'est un concours de circonstances globales qui a contribué à faire ce burn-out. Donc, je me souviens que je m'étais arrêtée, mais même en étant en arrêt, j'étais pas bien encore.
Je savais qu'il fallait que j'attende d'avoir passé ma compétition quelque part. Et tout de suite, je me suis shiftée dans un autre état d'esprit où je me suis dit, t'as pas fait tout ça pour rien. Et t'as pas fait tout ça pour souffrir. Donc tu vas te relever. Et ça, c'est, je pense, ma plus grande force, c'est la résilience. Tu vas te relever et tu vas faire le taf jusqu'au bout. Parce que ta compète, elle est dans 1 mois. T'as qu'1 mois à tenir. Tu vas le tenir ce mois. Avec le sourire. Parce que t'as pas fait tout ça pour rien. Et qu'à la base, c'était un jeu. Enfin, c'était quelque chose que je considérais en tout cas comme un jeu, comme un loisir. Et pas comme un taf qui va me rendre mal ou je sais pas quoi. Donc tu vas y aller. Et mon mindset, il a shifté. Les gars, j'étais méconnaissable en 1 semaine. Genre, grand sourire et tout. Jusqu'à ma compétition. Parce que je savais que j'allais être délivrée quelque part. Donc une fois que ma compétition est passée, je vais pas vous mentir, j'ai pris un petit temps off en dehors de la salle. Alors pour moi, un temps off en dehors de la salle, c'est m'entraîner 4 fois dans la semaine. Parce que moi, je m'entraînais 6. Et 2 fois par jour. Voire 7. Avec le cardio. Et tous les jours. Donc aux 4 fois, pour moi, c'était des vacances. Je me suis dit, waouh, allez, prends-toi que 4 jours. On est post-compétition, profite, mange bien et tout, kiffe. En plus, j'étais à Lisbonne, tout ça, soleil, vacances. Kiffe. Par contre, quand tu reviens, tu te poses les bonnes questions sur où est-ce que tu vas aller. Donc, j'ai kiffé mes vacances après la compétition au Portugal, à la Lisbonne, c'était cool, j'ai bien mangé. Ah, je me suis fait plaisir. Je peux pas vous mentir. Ah bah ça. Alors là, Tu prêches des convaincus, Tu prêches des convaincus, hein. Chez nous, on mange bien. hein. J'ai vécu 2 ans à Lisbonne. bah voilà. Donc, voilà. je sais. Donc voilà, j'ai fait ma semaine tranquille, roue libre. Hein. Moi, j'avais ma coach qui m'appelait, elle me disait, ouais, plan 1600 calories demain. Je regardais, je dis, moi, non, certainement pas. Je répondais même pas. Je disais, allez hop, ça part et tout. Moi, je mange ce que je veux. Et par contre, quand je reviens, je me pose avec moi-même et je regarde où est-ce que je vais aller. Donc, je savais que mon taf, ça allait pas. Donc, je me suis dit, écoute, en fait, tu vas changer de taf, tout simplement. Tu vas trouver un autre travail. T'es compétente, t'es diplômée, tu vas trouver quelque chose qui va te plaire, qui va te stimuler intellectuellement et dans lequel tu te sens bien. La prépa, du coup, tu vas arrêter parce que là, ton corps, de toute façon, est tellement fatigué, il te dit stop. T'as tiré même plus que ce qu'il fallait. Donc, il faut avoir ce recul, se dire, OK, là, il faut reprendre du poids, il faut que mon système hormonal se remette bien. Que mon corps puisse fonctionner comme une personne normale aussi, hein, que mon cerveau puisse fonctionner, que je puisse parler, que voilà, je puisse faire mes courses sans souffrir, tout un tas de choses. Et c'est vrai que alors, progressivement, avec ma coach, on a réaugmenté les calories jusqu'à un moment où j'étais assez haute, où j'ai une hygiène de vie, on va dire, un peu plus normale, c'est-à-dire pas du cardio poussé, je faisais quasiment plus de cardio, j'allais juste à la salle m'entraîner comme une personne normale, limite. Et là, je me suis dit, OK, je peux faire ma pause, j'arrête le coaching. On a fait notre phase qui est plus importante, c'est la reverse diet, c'est-à-dire réaugmenter très progressivement les calories après la compétition pour reprendre du poids, mais de manière saine, parce que l'effet yo-yo, il peut être dramatique, et je l'ai vu chez beaucoup de nanas, c'est-à-dire qu'elles vont se ruer sur la bouffe pendant 1 semaine, no limite, elles ont repris 10 kilos. Parce que le corps, en fait, il est tellement dans un état de privation, les réserves de masse grasse sont tellement au plus bas, que le moindre excès calorique, il est stocké en gras immédiatement. Ça, c'est physiologique. Donc voilà, il faut faire très attention, prendre son temps. C'est dur, hein. Je ne vais pas dire que ça fait des mois que tu es en diète, mais justement, ça fait 10 mois que tu es en diète, tu peux tenir 3-4 semaines de plus, quoi. Sachant qu'en plus, on te réaugmente progressivement les calories. Donc, ce n'est pas à la baisse. On te diminue le cardio, on augmente la bouffe. Donc, il faut tenir. Quand j'ai passé ce stade-là, je me suis dit, OK, tu fais un stop, en fait. Tu te remets bien physiologiquement et mentalement. Parce que mentalement, forcément, j'étais détruite. Ma relation, à l'époque, elle en a pris un coup. Mon travail, il en a pris un coup. J'ai déménagé. Enfin, il m'est arrivé beaucoup de choses en même temps. Il fallait que je me reconstruise. Et je me suis dit, tu vas pas pouvoir tout faire en même temps. Tu l'as fait en 2022. Tu as vu ce que ça a donné. Tu as fait un burn-out. Là, tu vas te poser. Tu vas te prendre du temps pour toi et pour te reconstruire. Pour ensuite repartir ou sur autre chose ou sur une prépa, mais dans des meilleures conditions. Mais j'avais envie de rebondir par rapport, justement, tu évoquais que ta relation en avait pris un coup. J'avais envie un peu que tu rebondisses par rapport à cela. Est-ce que c'était vraiment le bodybuilding qui a fait que finalement, ça t'a mis dans cet état-là et qui forcément a eu des conséquences sur ta relation? Comment est-ce que tu l'as vécu? Mon copain, j'étais avec lui depuis des années. On est restés ensemble 8 ans. Donc il m'a connue dans toutes mes phases d'adolescence, un petit peu plus enrobée. C'est lui qui m'avait pris en photo en République dominicaine. Donc, il m'a suivi dans toutes mes aventures et il m'a énormément soutenue. Je vais jamais dire le contraire. C'est quelqu'un qui m'a soutenue de A à Z. C'est juste que forcément, je dirais pas que c'est que le bodybuilding, mais ça a quand même joué un rôle. Pourquoi ? Parce que on est très centré sur nous-mêmes. Il y a une part où on a tellement de choses à faire dans la journée, assurer son taf, assurer son cardio, assurer sa préparation de repas, assurer ses entraînements, que en fait le temps avec l'autre, il est comme ça. Donc forcément, ça joue un rôle. Donc tu commences à moins voir la personne, à plus être focus sur toi et tes projets. Et quelque part, ta relation, elle commence à
essoufflée. Et c'est ce qui s'est passé quelque part pour moi. Donc encore une notion de sacrifice, on en revient. Il y a vraiment des côtés difficiles dans vraiment cette passion du bodybuilding. Au moment du pré-entretien, tu nous as dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Le bodybuilding a été une période avec du bonheur, mais aussi beaucoup de souffrance physique et mentale. Avec Cassie, on s'est posé la question, quelle est la meilleure époque de ta vie, sur toute ton existence jusqu'à aujourd'hui? Si tu devais en garder qu'une seule, ce serait quoi? C'est archi dur comme question. La meilleure époque de ma vie. Ah si, je pense savoir. Je dirais quand je suis sortie d'école d'ingénieur. Alors là, parce que déjà, je suis sortie d'école, donc je pouvais aller taffer. Je pouvais être une adulte, entre guillemets, même si j'étais quand même en alternance. Mais du coup, j'avais mon salaire, j'avais un corps qui me plaisait, dans lequel je me sentais hyper bien avec la musculation. J'avais une relation de couple, j'avais mes amis, je sortais tout le temps. Je faisais plein de choses diverses et variées au niveau des activités, que ce soit sportif ou pas, hein, peu importe. Et en fait, j'étais très ouverte à la nouveauté, en fait. De découvrir des nouveaux pays. Je voyageais énormément. Je prenais des billets sur un coup de tête en me disant demain, j'ai envie d'aller à Cuba. Une semaine après, j'étais à Cuba. Voilà, je réfléchissais. J'avais mon âme d'enfant. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que c'était ma meilleure période de ma vie. C'est que je me posais pas 36 questions quelque part. Je vivais comme j'avais envie de vivre, sans porter de préjudice à autrui ou quoi que ce soit. Hein, ça, on s'entend. Mais je me faisais du bien à moi dans le sens où je faisais vraiment ce que je voulais. Et je faisais que des trucs qui me faisaient kiffer. T'es plus heureuse aujourd'hui sans toutes ces compétitions que tu faisais par le passé ou avant? Ah, je suis largement plus heureuse aujourd'hui. Ah, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu as connu cette souffrance quelque part, attention, ça m'a apporté beaucoup de positif, le bodybuilding, je vous l'ai dit, notamment en termes de discipline, etc. Mais forcément, quand tu as connu quelque part les enfers, parce que je suis tombée très bas, fin 2022, en termes de burn-out, de relations, professionnellement, sportivement, mentalement, physiquement, j'étais au plus bas. Hein. Je pense tous les niveaux, hein, pour le coup, même financièrement. Et du coup, les compétitions aussi, ça te pompe bien ton argent. Donc, je pense que quand tu as connu ça, tu peux qu'être bien après, en fait. Tu peux que relativiser. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'ai toujours gardé la foi. Je me disais, il y aura forcément des jours meilleurs. Ça va forcément s'améliorer. Par contre, il faut y aller step by step, étape par étape. Tout ne va pas se faire d'un coup, comme tout ne s'est pas déconstruit d'un coup. Tout ne va pas se reconstruire d'un coup. Donc, il faut être courageux, il faut prendre son temps, mais se dire que tout va finir par arriver si on met en place les bonnes actions, en tout cas, pour aller dans ce sens-là. Bah écoute, encore un régal cet épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé? Exactement. Ouais, c'était vraiment, super. Je suis très impressionné par ton parcours, par ton mindset. C'est hyper intéressant de t'écouter parler. Malheureusement, on arrive déjà à la dernière question de cet épisode. Et oui. Je vais pas perdre de temps, on va la poser tout de suite. Je vais pas faire tenir la pression plus longtemps. Vas-y. Anissa, si maintenant tu étais dans la tête de tous les êtres humains de cette planète, là, tout le monde t'entend, la Terre entière t'écoute, tu parles à tout le monde. Qu'est-ce que tu leur dirais? Malheureusement, parce qu'il y a un malheureusement, tu meurs dans 1 minute. Et donc là, tu as 1 minute pour dire à l'humanité quelque chose. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu as retenu de ton passage sur Terre? Qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces années ici? Archi intéressant. De toute ta vie, c'est quoi ta philosophie en fait? Je dirais vivre pleinement sa vie comme vous l'entendez. Quelque part, c'est aussi le tatouage que j'ai. Je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Je fais ce que je veux, tant que je ne fais pas de mal à autrui. Donc je dirais aux gens, vivez votre vie pleinement, comme vous l'entendez, sans faire de mal à personne, en étant en accord avec ce que vous avez envie de montrer aussi aux gens, ce que vous avez envie de ressentir et de vivre, mais vivez pleinement et profitez de chaque instant. Parce qu'on pense toujours à l'après, on se dit toujours et si, et ça, et quand, et si. Mais non, en fait, c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut aimer sa vie et se dire, en fait, j'ai déjà tout, quelque part. Et c'est en pensant qu'on a déjà tout qu'on est réellement heureux. Il n'y a rien à ajouter. Rien à ajouter. Je me tais. Je te demande, Anissa, si tu as quelque chose que tu voudrais ajouter en plus de ce que tu viens de nous dire pour conclure cet épisode. Je pense que tout a été dit, honnêtement. Enfin, moi, j'ai parlé vraiment avec le cœur. J'ai dit tout ce que j'ai ressenti au fil de ces années. J'espère juste que ça a aidé des personnes parce que moi, c'est ça mon but sur les réseaux sociaux, quelque part. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté ce podcast. Et je me dis que si ma voix peut aider ne serait-ce qu'une personne dans son objectif de vie ou quoi, eh ben, j'ai tout gagné, en fait. Est-ce que tu acceptes qu'on mette tes réseaux sociaux sur la vidéo? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je suis sur Instagram sous le pseudo Jeanne Aphrodite. Et pareil, sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube où je documente mes prépas. Aujourd'hui, qui ne sont plus de bodybuilding, mais d'un autre style. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.
Vous qui nous regardez, on va vous mettre tout ça en barre de description. Comme d'habitude, vous connaissez Petit Instant Autopromo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, parler de cet épisode autour de vous. On espère que ça vous aura touché. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai même l'impression que là, on a fait 1 heure de podcast, mais on aurait pu pousser à 2, à 3. Il y avait tellement de choses à dire. En fait, on se rend compte que la notion du sport, le physique, la psychologie, tout ça, ça englobe en fait plein d'autres sujets. En tout cas, je me suis régalé. Voilà, je voulais vous le dire. Merci beaucoup de nous suivre pour cette saison 3. C'est un régal. On kiffe. On se voit très bientôt et je te laisse terminer cet épisode, ma chère sœur. Je vous remercie tous les deux. Je te remercie, mon acolyte. Merci encore, Anissa, d'avoir accepté l'invitation au micro de C'est Comment. C'était un très beau moment. Merci pour tous tes mots. Merci à vous. J'espère en effet que, comme d'habitude, ça fera écho en vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez juste passer votre chemin. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Salut.